À l'ouest de la ville, il va jusqu'au tombeau des rois. Maintenant, Jean a pris conscience qu'il a tout perdu. Tout se fige dans son cœur comme la houle d'un océan qui se change en sable. La vie s'arrête et l'empétrifié d'un seul coup. Le soir arrive, ce n'est plus l'heure des retrouvailles et des caresses. Les dunes prennent l'apparence et la couleur de la peau. Il voit un corps étendu devant lui. La simple vue de ces palmiers dont les deux ombres se couchent sur le sable l'accable. Il s'ensevelit dans sa douleur comme ces palmiers dans le sable. Hier, il était prêt à construire des forteresses. À les entourer de remparts. Le souvenir de ce corps qu'il serrait contre lui n'est plus un charbon ardent qui le réchauffe, mais un fer rouge qui le transperce. À Eloed, l'aurore arrive avec la même beauté que le crépuscule. Rapidement, la cour intérieure du petit hôtel est écrasée de soleil. Cette cité des sables est surnommée, un peu avec emphase, la ville aux 100 000 coupoles. Chaque petite palmeraie se trouve dans une cuvette de sable. Et sans cesse, il faut remonter le sable apporté par le vent. C'est le combat sans fin de l'homme et de la nature. Une lutte incessante pour subsister. Contre le sable, la ville a dressé des murs aveugles. Les nuits sont froides et très tôt on recherche le soleil pour se réchauffer. Les dromadaires, avec leur chargement précieux de bois, attendent l'heure du marché. Bientôt l'heure arrive et l'on se met en marche. On passe devant la banderole d'une agence aérienne. Rencontre amusante d'un moyen de transport millénaire et d'un autre plus moderne. Sur la place, les commerçants peu à peu s'installent. Les boutiques s'ouvrent et les étalages s'amoncellent. Les brodeurs de burnous s'accroupissent à leur travail. Les couturiers s'installent à leurs machines. Partout sous les voûtes, leur crépitement rivalise. Le cordonnier coud ses pantoufles en poil de chèvre. L'étal du boucher est un mets de roi pour les mouches. Les moutons, découpés en quartiers informes, sont exposés au soleil. Et on peut voir sur les murs les traces que les mouches ont laissées. Dans la pénombre des arcades, le gargotier attend ses clients. Par cette ruelle,
on parvient sous les arcs-boutants à la place du marché. Devant la médersa, les jeunes étudiants attendent leur décours. Jean remonte 225 km au nord, jusqu'à Biskra, pour faire escale une nuit. Le matin, du haut des terrasses de son hôtel, il aperçoit les contreforts des Aurès. Les pluies ont creusé sur les falaises des montagnes des forteresses. Isolé sur la colline, le marabout de Drô veille sur la palmeraie. À l'entrée des Aurès, un sphinx, œuvre de l'érosion, monte la garde. Contemplant les eaux bleues du barrage de Foumelguerza. Par des collines roses et dénudées, Jean arrive à Mchounesh. Ici, rien n'a changé depuis le temps heureux de ses amours. Il traverse à gué l'Oued El Abiod, et comme auparavant, pour sécher, des couvertures sont étendues sur les lauriers roses. Tous deux avaient pensé naïvement que ces deux palmiers étaient là pour leur faire une haie d'honneur, un arc de triomphe. À l'entrée des gorges, dans les eaux calmes, ils s'étaient baignés. Puis, sous la fraîcheur des palmes, ils s'étaient reposés. Et longtemps, l'un contre l'autre, ils avaient savouré ce jour inoubliable. De montagne en montagne, de château en château, Jean arrive à Banyan. Leur petit hôtel est toujours là, au-dessus de l'Oued, d'où monte le soir le chant des grenouilles. Rien n'a changé. En haut de la falaise blanche, il y a encore les murs croulants du vieux Banyan. Ensemble, ils avaient gravi la colline derrière l'hôtel, jusqu'à ce vieux marabout. Avec prudence, ils en avaient fait le tour, sur son balcon branlant. Contemplant en bas, avec émerveillement, les jardins verts de Banyan. Non, vraiment rien n'a changé. Ni la maison du caïd, avec sa grande cour intérieure, ses grandes loggias, ses murs ocre rose, ni la mosquée, avec son grand catafalque tendu de tissu vert et ses tablettes de bois portant des versets du Coran. Roufi est la troisième oasis des Aurès. Comme une blessure ouverte au cœur de ces montagnes, on voit au fond palpiter la vie. Tout au long du canyon, les maisons se confondent avec la falaise. Par une pente raide et caillouteuse, Jean descend au fond de l'Oued El Abiod. Il a l'impression de descendre au-dedans de lui-même. Et il y voit la gravité de sa blessure. Elle est immense. Et pour sortir de là, tout lui paraît insurmontable. Il ne voit plus que les galets du lit de l'Oued, aridité et stérilité. Arrivera-t-il un jour à sortir de ce passé qui le tue? À retrouver l'insouciance et l'ardeur de la jeunesse? À laver son esprit de ce qui l'obsède comme un tissu de ses souillures? Le palmier n'arrive-t-il pas à s'élever très haut pour finir dans un éclatement de palmes, dans un feu d'artifice?
Il doit détruire les murs qui le séparent du monde. Ne plus rêver et se complaire dans les ruines du passé. Les pensées qu'il entretient dans son jardin des souvenirs sont une tombe qui se referme sur lui. Un sépulcre blanchi qui l'attire. Tout se lézarde et va finir par s'écrouler. Tous ces souvenirs, il doit les enfermer maintenant et tout laisser derrière lui. Il lui faut démolir ces châteaux qu'il a construits en Espagne. Enfouir toutes ces choses dans les plis et replis de sa mémoire. Les vergers qu'il y avait plantés ne sont que des figuiers de barbarie auxquels il se pique. Il a fini par se séparer du monde, pour vivre dans l'obscurité et la tristesse. Sa douleur est une passion dont les vagues vont s'abattre sur lui. Chaque soir, les ardeurs du soleil nécessairement déclinent. Le calme et le repos sont la récompense de la nuit. Il berce son cœur de la douceur du retour au bercail. Il veut s'écrier « Dieu, si tu m'entends !» Mais le ciel reste muet au-dessus de l'orage qui se forme. Le lendemain, le ciel est à nouveau bleu. Bien sûr, l'oued s'est gonflé. Les cascades y apportent leurs eaux sales. Mais très vite tout s'apaise. Et les flaques s'assèchent. Désormais, Jean va apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, et non plus tout rapporter à ce qu'il a perdu. Un marabout est un marabout. Ce n'est pas le symbole d'un autel qu'il élève pour le culte de ses souvenirs. Il rencontre un cortège de femmes voilées de blanc. Un court instant, il y voit un défilé des fantômes qui le hantent. Mais non, ce ne sont que des femmes qui se rendent au bain mort. C'est vendredi. Elles viennent de rendre hommage et de prier sur la tombe du saint qu'elles vénèrent. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Cependant, jamais Jean n'oubliera complètement. Tout avait commencé comme le printemps au premier jour du monde. Il avait fleuri léger comme un parfum de miel, pur comme un azur serein, lumineux comme un matin de rêve. Mais seuls les dieux vivent comme ils veulent.